cerner d'abord un vrai problème. Pour quelqu'un qui souhaite résoudre le problème de l'attente, ça va être de s'installer dans une salle d'attente d'un professionnel et d'observer tout ce qui va se passer, les interactions entre le patient et la secrétaire, les interactions entre les patients eux-mêmes. En fonction du degré de l'aisance avec les outils digitaux, on va dire que rentrer en empathie, c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement. Ce qu'on aimerait bien, finalement, c'est de dire que en France et à l'international, on a permis à des millions de personnes d'accéder à un parcours de soins plus qualitatif. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Comme tu le sais, les barrières pour entreprendre dans la Health Tech sont plus importantes qu'ailleurs. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien entrepreneur, et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. Ils sont entrepreneurs, avocats, chargés de valorisation, mais bien plus encore, et ce sont eux qui tous les jours construisent l'écosystème Health Tech français. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Ces échanges seront aussi l'occasion d'obtenir des conseils concrets, des pistes de réflexion pour mieux comprendre ce bel écosystème. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Hello Rizvan, bienvenue sur le podcast Health Tech in Progress et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc pour commencer, la question classique, avant de parler de line-up, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, ce que tu as fait avant d'en arriver là, avant de lancer line-up? Alors, mon parcours, c'est avant tout celui d'un designer, donc designer d'expérience utilisateur. On peut aussi le résumer en UX design. J'ai pu travailler sur des sujets vraiment de service design, de sprint master, donc d'animation de la méthode de Google Ventures du sprint design. Et j'ai pu également animer un laboratoire d'innovation sur mes précédentes expériences. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer vers le design, vers l'UX design, l'expérience utilisateur, etc. Alors ce que j'adore finalement dans l'UX design, c'est que on a un rôle qui va venir faire la synthèse entre l'identification, la compréhension d'un problème et la conception de la solution. Donc vraiment, on est là, on fait la synthèse entre les deux. On a également une démarche très scientifique dans l'approche. On va se baser sur des données d'observation, d'écoute, des métriques terrain pour concevoir la solution. Et donc ça, c'est vraiment, y a pas de place finalement pour l'intuition. C'est une approche scientifique et ça me convenait vraiment. Et puis au sein d'une entreprise, aujourd'hui, l'UX designer, il a un rôle qui va être très transverse. Il va vraiment faire le lien entre différents membres de l'équipe projet, que ce soit un product owner ou un développeur. Ce rôle transverse également était très intéressant. D'accord, donc oui, ça t'arrive de lire des fois des documents sur les sciences comportementales, etc. Exactement, exactement. On va essayer de rassembler un maximum de données sur notre sujet d'étude et notre rôle, c'est vraiment problem solver, quoi. Donc s'appuyer sur un maximum de données, des études scientifiques, de la donnée qu'on aura nous-mêmes récoltée, qu'on aura nous-mêmes structurée. Et c'est pour ça qu'on peut entendre parler parfois d'un rôle qui s'appelle UX researcher. Donc c'est vraiment presque un rôle de chercheur, ethnologue, qui est de plus en plus présent dans les entreprises. Donc, on tend vers une spécialisation des métiers, mais finalement, l'UX design, en tout cas tel que je l'ai pratiqué moi il y a maintenant quelques années, on avait un petit peu toutes ces casquettes réunies au sein d'un même poste. Ok, super. De toute façon, on va revenir dessus dans la suite de l'échange. Et je voulais m'intéresser aussi à autre chose, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre ce virage entrepreneurial dans ton parcours? En fait, je me suis aperçu que c'était un virage que j'avais pris assez tôt. Donc j'avais pas fini mes études, que j'étais déjà auto-entrepreneur. Donc voilà, je faisais des petites missions de design, notamment en start-up. C'est un milieu qui m'attirait déjà à l'époque.
Donc ça, c'était avant la fin de mes études. J'ai pu, voilà, participer à d'autres projets comme le lancement d'un restaurant. J'ai accompagné des entrepreneurs, des start-upers dans leur parcours et puis finalement, sur ma dernière expérience professionnelle, j'ai, monté un programme d'intrapreneuriat, qui m'a vraiment, voilà, qui a fini par me décider, de me lancer, dans l'aventure, par moi-même. OK, bah, c'est vachement drôle que tu aies commencé hyper tôt. Est-ce que tu penses qu'il y a un gène de l'entrepreneur ou une vibe ou je sais pas, une graine entrepreneuriale peut-être dans le contexte familial? C'est pas impossible. Clairement, je suis issu d'une famille, d'entrepreneurs. C'est quelque chose qui est, dans lequel j'ai toujours baigné, de par mon père, mon frère, l'environnement familial proche et je sais pas si c'est dans les gènes, mais clairement, on va dire que le facteur social joue énormément, plus que le facteur génétique, hein, parce qu'on est un peu dans le domaine de la santé, mais je pense que c'est une image. Oui, je pense qu'à partir du moment où on est un peu baigné dans cet environnement, ça titille quelque chose chez nous. Donc j'ai commencé par un parcours traditionnel, hein, voilà, j'ai fait mes études, un bac+5, j'ai intégré des entreprises, mais voilà, c'est quelque chose qui me donnait envie et je pense que mon environnement m'a permis de sauter le pas plus facilement. OK, j'avais juste une petite question de transition. Est-ce que tu as eu une autre expérience entrepreneuriale avant, Line-Up? Avant Line Up, en fait, j'ai participé au lancement d'un restaurant. Donc voilà, ça a été, on va dire plutôt dans le petit commerce. Le petit commerce, j'avais pas mal d'expérience dans le petit commerce parce que je travaillais aussi dans une start-up, qui apportait des solutions pour les petits commerçants. Donc c'est un milieu, pareil qui me parle beaucoup. Je trouve qu'on est vraiment dans la vie réelle quand on s'adresse aux petits commerçants et voilà, c'est quelque chose qui me parle, depuis longtemps maintenant. OK, bah, donc on va faire la transition automatiquement avec, Line-Up parce qu'on s'intéresse, aux médecins de ville, donc c'est vraiment eux qui sont à la base de la chaîne de santé. Donc, est-ce que tu peux nous présenter, Line-Up, ton équipe et puis un petit peu, bah, le constat, tout ce qui tourne autour de ce que vous faites? D'accord. Alors, LineUp, on est une solution de gestion de salles d'attente virtuelles, qu'on a conçue pour répondre aux besoins des soins non programmés. Donc, les soins non programmés, c'est tous les soins qui vont être dispensés en dehors d'un parcours de soins classique avec une planification, avec un rendez-vous qui va être pris, en amont, de la consultation. Donc vraiment, aujourd'hui, nos clients, ça va être des médecins généralistes, comme tu le disais, des laboratoires d'analyse, des professionnels de santé qui sont confrontés à une problématique de flux, de patients qui viennent spontanément et nous, vraiment, l'objectif de notre solution, ça va être de dire, on va faire en sorte que ça se passe super bien à la fois pour le professionnel et le patient. Donc, on va vraiment faire le lien entre les 2 grâce à notre solution digitale. Aujourd'hui, pour le patient, ce qui il va avoir accès à la disponibilité du professionnel sans rendez-vous, depuis chez lui. Il va pouvoir s'enregistrer à distance ou sur place et en fait, il va pouvoir obtenir l'horaire de consultation en temps réel. Donc en fait, c'est pas un rendez-vous qui est figé, c'est vraiment un horaire de passage qu'on va mettre à jour au fur et à mesure des consultations du professionnel pour éviter toute attente sur place. Et enfin, il y aura une notification SMS qui va être envoyée au patient pour le prévenir avant son tour. Côté professionnel, on est sur un outil avec une flexibilité maximale, donc il n'y a pas de planning à gérer. Il va y avoir une interface très simple de priorisation, de gestion de ce flux et enfin, on va venir vraiment, sur place. On va s'imprégner des lieux pour, venir connecter les salles d'attente avec des bornes et télévisions connectées pour vraiment guider le patient jusqu'au professionnel et jusqu'à, sa consultation. D'accord, ouais, donc ouais, ça a quand même un effet, rassurant pour le patient parce que c'est vrai que c'est toujours une étape, très frustrante quand on va chez le médecin en laboratoire. Cette, séance d'attente, elle est extrêmement pénible et je pense que ça bénéficie pas aux soins, sur le long terme et justement, bah, qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à ça les médecins? Est-ce que vous avez vraiment réussi à ressentir ce pain, chez eux? En fait, c'est exactement ça. On a très rapidement, en fait, discuté avec des professionnels de santé. Donc, pour information, moi, ma femme est médecin généraliste, donc c'est des discussions qu'on a en permanence. Donc quand on se raconte un peu nos journées de travail, bah, voilà, c'est quelque chose, voilà, qui m'a permis de me sensibiliser à la problématique, comprendre pourquoi finalement les solutions qui existaient aujourd'hui ne répondaient pas à tous les problèmes et ensuite on a vraiment étendu un peu le scope de cette étude, cette observation pour vraiment comprendre ce qui se passait sur place. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'aujourd'hui,
Finalement, un médecin sur 2 n'arrive pas à satisfaire l'ensemble des demandes de soins non programmés qu'il va recevoir. Pour 56 d'entre eux, ils reçoivent plus de 6 demandes par jour, donc de demandes urgentes qu'ils n'avaient pas planifiées et qui viennent se greffer, se rajouter à leurs consultations déjà planifiées. C'est énorme et ça, on sait que ça a un impact. Ça a un impact aujourd'hui sur, le stress, le fait d'avoir ce sentiment d'être en permanence en retard. 76 d'entre eux indiquent que ça influence leur qualité de vie, leur vie privée, leur vie personnelle. Donc c'est là, en fait, finalement, on s'est dit: «OK, il y a quelque chose à faire». Nous, on avait ce principe de salle d'attente virtuelle qu'on avait développé pour des petits commerçants et finalement, on s'est dit: «Le système, on peut l'adapter aux problématiques du terrain». Donc assez rapidement, nous, on a une démarche très lean, hein. Ce qu'on se dit, c'est qu'il faut pas, c'est important d'avoir une démarche scientifique, mais on va expérimenter très rapidement et en fait, ce qu'on a fait, c'est on a tout de suite mis la solution sur le terrain et on a observé ce qui se passait. Et en fait, au fur et à mesure des mois, la solution s'est perfectionnée et on l'a comme ça adapté vraiment à différents environnements de travail, donc d'un médecin généraliste à un laboratoire d'analyse, un centre d'imagerie. C'est des activités qui sont différentes, mais elles rencontrent toutes les mêmes problématiques un peu de gestion de flux et de gestion de ces patients qui n'ont pas de rendez-vous. Est-ce qu'il y a un chiffre moyen de l'attente dans les cabinets médicaux, dans les, laboratoires d'analyse? Chiffre moyen, on va dire que ça va dépendre, ça va vraiment dépendre, en fait, de l'activité, de l'activité du professionnel. Nous, ce qu'on dit, c'est que en fait, l'attente, c'est une conséquence du retard, d'accord? Dans un monde parfait, si tous les professionnels de santé, respectaient les horaires de rendez-vous, bah, il y aurait pas d'attente. J'arriverai à 16h30, je passerai à 16h30. Ce qu'on vient expliquer, c'est que, en fait, le retard, c'est quoi? C'est un professionnel de santé qui va prendre plus de temps que prévu avec un patient et c'est dans ça que, en fait, finalement, va résider toute la valeur de Line-Up. C'est de dire plus de temps que prévu, c'est parce qu'il va prendre le temps de l'écouter, le diagnostiquer, de le rassurer et en tant que patient, on a tous envie d'avoir, en fait, un professionnel qui est à notre écoute et qui prend le temps de nous soigner et finalement, on a tous envie de ça, mais on a tous envie également que le professionnel respecte les horaires de rendez-vous et c'est là qu'on dit que finalement, en fait, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Parce que le planning de rendez-vous va dire que le rendez-vous sont toutes les 15 minutes, toutes les 20 minutes. Et nous, on dit dans la réalité des faits, dans la réalité du terrain, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est là, finalement, où on vient voir aujourd'hui avec les données qu'on analyse, c'est que il n'y a pas d'attente moyen. Il y a une très forte variabilité de la consultation en fonction de la typologie du patient, un senior, un enfant, en fonction du motif de consultation en fonction du lieu géographique. Et ça, finalement, aucun outil de planification ne peut le prévoir. Il n'y a qu'un outil comme LineUp aujourd'hui qui peut répondre à cette problématique. Donc en fait, le patient qui vient voir son médecin, il reçoit une notif, juste avant sa consultation, comme ça il arrive pile poil à l'heure, il a pas à attendre et le médecin il est pas stressé à voir sa salle d'attente, complètement bondée. Exactement, la salle d'attente n'est plus bondée. On peut même définir des règles, en fait, au niveau du cabinet pour dire: seuls les 2 prochains patients sont autorisés à être en salle d'attente et finalement, les patients vont avoir, au-delà de la notification, ils vont vraiment avoir accès à leur horaire de passage, en fait, en temps réel. Donc cet horaire de passage, comme je disais, se met à jour. Ils vont également avoir accès à leur position dans la file d'attente. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut savoir: «OK, il y a 2 personnes devant moi, il y en a 6 et on peut tout à fait s'organiser pour faire autre chose, faire une course, garder les enfants plus longtemps. Et vraiment, cette notification SMS, aujourd'hui, elle est très appréciée parce qu'on ne demande pas aux patients de télécharger une énième app. C'est vraiment un SMS qui va me prévenir avant la consultation et ça va permettre vraiment de fluidifier l'activité du professionnel. Donc le professionnel n'est plus stressé et le patient n'attend plus de longues heures en salle d'attente. Et en plus de ça, visiblement, vous vous inscrivez plus ou moins dans l'époque actuelle qui veut que on évite de surbonder les salles de médecins à cause du covid et cetera, donc ça permet aussi de gérer un petit peu ce problème-là. Exactement, exactement. C'est vrai que, je l'ai pas précisé, c'est un facteur qui est, on va dire, qui est très présent aujourd'hui. Il faut faire attention. Chaque endroit fermé peut être un lieu de contamination. Donc c'est en plus, d'offrir un confort
aux patients, à la secrétaire, aux professionnels de santé, c'est également un gage de sécurité sanitaire. D'accord, OK. Et peut-être une question un peu précise, dans combien de structures vous êtes déjà déployés aujourd'hui ou en cours de déploiement? Aujourd'hui, on est déployé dans une dizaine de structures, donc on est vraiment au démarrage vraiment de la commercialisation. Donc on a 2 profils, qui nous ont rejoints, qui vont être dédiés à cette activité et on est en train de nouer des partenariats qui vont nous permettre également de scaler, de mettre notre solution à l'échelle. C'est vrai qu'avec nos moyens, de start-up, aujourd'hui, on se retrouvait à faire des installations, dans des cabinets médicaux où il fallait installer des télévisions, des bornes, ça demande une logistique et en fait, on n'était pas en capacité d'y répondre. Aujourd'hui, on a tissé un partenariat, donc un partenariat fort et donc on a la capacité vraiment de couvrir l'ensemble du territoire national en gérant toute la logistique, depuis la commande du matériel à l'acheminement et à l'installation clé en main pour le professionnel de santé. OK. Et c'est quoi le plus gros challenge auquel vous faites face, tous les jours dans le développement de Line-Up? Hem, dans le développement de line-up, sur la partie médecin, les médecins généralistes, on a du mal à identifier aujourd'hui quels sont les professionnels, pour qui, ça représente une majeure partie de l'activité. Ce qu'on voit, c'est que c'est assez disparate sur le terrain. Il y a des professionnels qui font 80 de soins non programmés, 20 de soins programmés. On sait qu'il y a eu un changement de mode de pratique avec le Covid. Donc en fait, des professionnels qui fonctionnaient sans rendez-vous ont dû basculer sur une planification avec un outil, alors qu'à la base, ça ne correspond pas à leurs besoins. Et vraiment, dans l'identification de ces professionnels-là, aujourd'hui, on a un peu de mal à le faire. Un autre défi, un autre grand challenge, c'est l'interopérabilité entre les différents acteurs et les différentes solutions. Aujourd'hui, nous, on essaye de communiquer notamment avec les éditeurs informatiques des solutions de laboratoire et c'est un dialogue qui est difficile, c'est un dialogue qui est long, qu'on essaye de mener, mais je pense que l'ensemble des startups, du système de santé se retrouvent confrontés en fait à ces problématiques d'interopérabilité et c'est pour ça que, nous on suit de très près, ce que va pouvoir faire des startups comme Lifen, qui vraiment, voilà, aujourd'hui jouent un rôle majeur, dans la démocratisation de la norme FHIR et dans le fait que les acteurs et les éditeurs vont pouvoir mieux communiquer, mieux collaborer ensemble. OK, bah, c'est très drôle que tu évoques, ces sujets-là parce que justement je vais organiser une webconférence, sur, SNOMED-CT avec Fire et cetera donc on est en plein dans la thématique. Heu, Autre grande question, quel est le futur de Line-Up? Le futur de line-up, nous ce qu'on aimerait bien, notre vision, c'est de pouvoir demain, interconnecter tous ces professionnels de santé, qui proposent des soins non programmés. Ce qu'on souhaite faire, c'est, participer à l'effort collectif, des efforts qui ont été notamment, qui ont été, soulignés par Thomas Meignet, le docteur Thomas Meignet, qui est également député, sur son rapport autour des soins non programmés. L'objectif finalement, c'est de dire que, la médecine de ville va pouvoir mieux accueillir les demandes de soins non programmés des patients. Et donc l'objectif serait de pouvoir demain désengorger les urgences en, redispatchant le flux de manière intelligente, sur, les médecins de ville et notamment les médecins de ville équipés de la solution Line-Up. OK, d'accord, bah, c'est un bel objectif et je vais suivre avec, attention, votre développement. Donc là, maintenant, dans cette, 3e partie, je vais m'intéresser un petit peu à ton passé de UX designer et comment ça t'aide tous les jours dans le développement de Line-Up et la 1re question, c'est, comment ça t'aide dans la conception du produit? Comment tu t'y es pris au début pour prendre les premiers insights, utilisateurs, patients, médecins et cetera? Ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on va concevoir un service, on va forcément passer par des étapes clés. Qu'on le veuille ou non, qu'on se souhaite suivre un process ou non, le lean startup a permis vraiment de changer un peu les codes de la manière de concevoir, les produits. Je vais pas refaire une introduction autour du développement produit en cycle en V, versus le lean startup. Je pense que c'est des sujets sur lesquels maintenant, le marché est assez mature. On va dire qu'en tant que UX designer, finalement, j'avais la casquette pour accomplir toutes les phases du design thinking. C'est-à-dire rentrer en empathie
avec à la fois les usagers, mais également les professionnels de santé, pouvoir définir une solution, itérer sur cette solution à la fois avec les premiers concernés, avec les équipes techniques, prototyper très rapidement grâce à des outils qui sont maîtrisés aujourd'hui par les outils par les UX designers, et enfin tester cette solution sur le terrain. Donc toutes ces briques-là, aujourd'hui, en fait, je suis en capacité de les mobiliser en permanence, à chaque étape du produit, à chaque fois qu'on a envie de tester, développer une nouvelle fonctionnalité, on va dire que voilà, on va créer des raccourcis. Aujourd'hui, mon Augustin, qui est le CTO de Lineup, mais en fait, on a des cycles en fait à deux personnes. Finalement, on va concevoir un produit sans forcément qu'il y ait trop d'interlocuteurs. Donc en fait, les cycles de réflexion, décision, conception sont extrêmement réduits. Et ça, je pense que c'est une très grande force, notamment quand on est au démarrage ou au lancement d'une solution. Et comment ça se passe concrètement? Tu fais des focus group avec, les patients, des focus group avec les médecins pour, récupérer les insights? Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est, comme je le disais, on essaie de rassembler un maximum de données, donc sur des études qui peuvent exister, en discutant avec, on va dire, avec des personnes qui ont une connaissance très haute de tous les enjeux. Donc, ça peut être des associations de patients experts, ça peut être des professionnels de santé qui vraiment aujourd'hui sont engagés sur ces problématiques. Et ce qu'on souhaite faire, nous, encore une fois, c'est mettre sur le terrain une solution très rapidement. Donc notre objectif, c'est plutôt de dire, OK, comment dire, on va étudier le sujet avec des experts, avec de la donnée, on va concevoir la solution très rapidement. Une fois qu'elle est conçue, on la met sur le terrain. On peut faire des phases de test, on l'a fait, hein, phases de test utilisateurs avec une démarche UX un peu classique. Et ce qu'on souhaite faire, nous, c'est maintenant qu'on a un certain niveau de maturité, c'est mettre le produit entre les mains des utilisateurs, le monitorer. Et en fait, finalement, dans nos parcours clients aujourd'hui, on va pousser des enquêtes clients pour savoir comment ils ont vécu leur parcours, qu'est-ce qu'ils verraient, quelles sont les améliorations qui verraient sur le produit. Et donc, on va réconcilier la donnée analytics et la donnée qualitative pour faire de l'optimisation sur notre produit. OK, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que vous lancez le produit et vous itérez ensuite dessus, au lieu d'itérer avant, de traîner et cetera. Donc ça permet d'aller plus vite. Et justement, tu disais que, bah, vous alliez monitorer, une fois le produit sorti, une fois le produit, déployé, monitorer les retours. Comment tu fais pour, récupérer des retours intéressants, des retours moins intéressants? Parce qu'on sait, on dit souvent en UX design que ce que veut le client, ce que veut le patient, c'est pas forcément, ce dont il a besoin. Comment tu fais pour, pour aller chercher cette petite subtilité? Parce que même moi, je sais pas comment faire. Alors, c'est une démarche, on va dire, aujourd'hui c'est une démarche qui est en fait fait en concertation avec les équipes. Ce qu'on va essayer de savoir d'abord, c'est de quelle hypothèse on part, d'accord? Et ensuite, le travail, ça va être de venir valider ou invalider les hypothèses qu'on aura en amont. Donc ça permet de donner un cadre de référence, et du coup, les insights qu'on va récupérer sont des insights qui vont nous permettre en interne de valider ou invalider les hypothèses. Donc ça, c'est très important, c'est de dire qu'on ne vient pas récolter de la matière pour récolter de la matière. C'est vraiment de dire cette matière va avoir un objectif. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de démarche scientifique. C'est finalement, on est vraiment dans ce cadre un peu de recherche et de validation d'un certain nombre d'hypothèses en interne. Ensuite, ce qu'on dit, notamment, c'est une règle un peu générale en UX, c'est qu'il est préférable d'observer plutôt que d'écouter. Parce que finalement, quand on va discuter avec des patients, il peut y avoir énormément de biais. Déjà, il faut que la personne qui interroge le patient soit formée. Il faut qu'il y ait un vrai guide d'entretien. Il faut que, voilà, c'est un travail aujourd'hui, c'est une démarche scientifique, et on peut assez rapidement biaiser des retours de patients justement par des mauvaises formulations. Donc, ce qu'on dit avant tout, c'est on va observer plutôt que écouter. Et enfin, quand on va écouter, bien sûr, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire ensuite une analyse fine des données qu'on va récolter pour savoir finalement, en fonction de la typologie de personnes qui s'expriment, est-ce que c'est un usager? Si c'est un usager,
Est-ce que c'est un usager fréquent? Est-ce qu'il est parfaitement dans la cible? Le point de vue du professionnel, le point de vue de la secrétaire et les insights qu'on va récupérer, on doit bien sûr les mettre en perspective avec des enjeux qui sont pas forcément en fait soulevés par les patients. Des enjeux voilà qui peuvent être contradictoires et donc nous on a besoin de connaître un petit peu toute la subtilité du contexte pour remettre en perspective les insights et venir et les accepter ou venir un petit peu les relativiser. Donc il y a pas de formule secrète. Je pense que l'expérience de la personne qui fait cette recherche est extrêmement importante et c'est pour ça que c'est important de confier ces phases-là à des vrais, à des vrais professionnels de la user research. OK, bah, très intéressant. Peut-être, j'ai vu aussi que tu avais un passé de formateur en UX avec, la formation Join, Lion de The Family. Est-ce que tu as un exercice, concret pour les auditeurs qui nous écoutent, qui voudraient développer une solution, notamment dans le secteur de la santé et pour qu'ils le fassent bien dès le début? Alors, je pense que, si on suit les étapes, si on suit les étapes un peu du design thinking, c'est vraiment, rentrer en empathie, définir une solution, essayer de faire de l'idéation autour de cette solution, notamment avec les principaux concernés, la prototyper, la tester. On va dire qu'en fonction du degré, de l'aisance avec les outils digitaux, on va dire que rentrer en empathie, c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement. Donc comme je le disais, hein, des techniques d'observation, des techniques aujourd'hui de discussion, de shadowing, il y a vraiment des outils comme ça qui vont permettre vraiment de comprendre aujourd'hui quels sont les problèmes qui sont vécus par la cible. Et donc vraiment, en fait, tout simplement, pour quelqu'un qui souhaite résoudre le problème de l'attente, ça va être de s'installer dans une salle d'attente d'un professionnel et d'observer tout ce qui va se passer, les interactions entre le patient et la secrétaire, les interactions entre les patients eux-mêmes, les interactions avec le professionnel de santé. Et en fait, c'est une mine d'or et cette matière-là, finalement, elle est accessible à tout le monde. Et il suffit d'ouvrir les yeux, d'écouter attentivement pour justement bien comprendre le contexte et surtout bien comprendre le problème qu'on souhaite résoudre. Parce que quand on se parle peut-être que des personnes ont envie de lancer des solutions dans le secteur de la santé, moi, mon premier réflexe, c'est de dire cerner d'abord un vrai problème. Parce que finalement, on a tendance à vouloir développer des solutions, mais qui ne répondent pas à un vrai problème. Avant tout, ce qui est important, c'est de définir le problème. Et pour ça, ces phases d'empathie sont indispensables. OK, bah, c'est très intéressant ce que tu dis là parce que ça fait écho, à ce que disait Sébastien Letellier dans l'épisode, 9 du podcast. Il expliquait que pour développer des logiciels, médicaux, il se mettait dans les salles, des pharmaciens hospitaliers ou des médecins hospitaliers et il observait ce qui se passait et c'est vrai que c'est une super mine d'or parce que des fois, on a tendance à aller développer un produit, on a une idée en tête sans forcément aller au plus proche et cette idée de l'observation, je vais la retenir parce qu'elle est extrêmement pertinente. L'observation, enfin, dans les phases, il y a vraiment l'observation, l'empathie et puis à la toute fin, tester et tester, on a tendance à penser qu'il nous faut, un 1er produit développé et cetera. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de tester une idée, de manière très simple et donc là, la même démarche, on peut très bien aller en salle d'attente, venir s'asseoir à côté d'un patient, lui demander de tester sa solution et de l'observer et ça, je pense que, ces 2 phases-là sont clés et aujourd'hui, pour quelqu'un qui a envie de se lancer, elles sont accessibles. Est-ce que tu as peut-être un outil à conseiller à propos de ça? Alors sur la partie tester, vraiment aujourd'hui, je pense qu'il y a un outil qui est en train aujourd'hui un petit peu, absorber tous les outils qui fonctionnaient un peu, de manière différente, c'est, Figma. Je pense qu'aujourd'hui Figma, en plus, il y a une version, gratuite. Ça va permettre vraiment de pouvoir sketcher, ensuite prototyper avec, une vraie couche graphique et ensuite animer ce prototype de manière très simple. Donc Figma, je pense que c'est un très bon outil, ouais. OK, bah, super. 2 petites dernières questions pour terminer, cet épisode. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? C'est la question du journaliste typique, mais elle me fait toujours rire. Je pense qu'il y a 2 volets. Dans 5 ans, nous, ce qu'on aimerait bien, finalement, c'est de dire que, en France et à l'international, on a permis à des millions de personnes d'accéder à un parcours de soins plus qualitatif. Un parcours de soins, voilà, sans attente et on pense que, on pense on est en capacité de le faire
parce que la solution qu'on a conçue aujourd'hui, elle scale plutôt bien. Et le deuxième volet, c'est plutôt de dire que j'aimerais bien amener les outils du design dans des sphères, dans des secteurs où il est très peu présent aujourd'hui. Je pense au milieu associatif, je pense à la politique, je pense vraiment à ces milieux-là. Aujourd'hui, on va pas forcément penser design, on va pas forcément investir dans le design parce que ça peut être coûteux, alors que ça pourrait permettre de solutionner, résoudre énormément de problèmes. Donc, je pense qu'il y a deux volets. On peut avoir une espèce de une fondation qui va vraiment pousser le design, voilà, du milieu associatif jusqu'à des sphères politiques. Mais je pense qu'on a surtout besoin d'une nouvelle génération de designers qui soient formés à l'entrepreneuriat, qui soient ambitieux et qui n'aient plus peur de se lancer par eux-mêmes. Aujourd'hui, le designer a trop tendance à mettre ses compétences au service d'eux, alors qu'il pourrait tout à fait porter lui-même une vision des enjeux. Et ça, je pense que ça serait génial que ça puisse émerger d'ici à 5 ans. Oui, et puis en plus de la politique, c'est vrai que dans le domaine de la santé, généralement, les praticiens qui se lancent pour entreprendre, c'est pas les meilleurs designers. Et c'est vrai que l'approche utilisateur dont tu as parlé, elle est extrêmement pertinente. Et j'ai une dernière question, c'est ma question totem. Quel est ton aventurier ou explorateur préféré? Alors c'est une question intéressante. Moi, j'ai tout de suite pensé au commandant Cousteau. Commandant Cousteau, voilà, explorateur des fonds marins. Ce que j'adore finalement, c'est que voilà, il a révolutionné un peu la plongée sous-marine moderne. Donc, c'est à la fois un explorateur et un innovateur, un inventeur, parce qu'il a voilà, il a mis les mains un peu dans la technique. Et voilà, je trouve que c'est formidable. C'est de se dire que les fonds marins, c'est un territoire d'exploration en fait immense. Et en plus, on va se créer les bons outils pour le faire. Donc, voilà, j'adore le positionnement, le personnage. Et voilà, c'est à lui que je pense. Ok, bah super, très bonne, très bonne réponse, hyper intéressante. Je pense que le parallèle il est tout fait avec les entrepreneurs dans le monde de la santé qui vont aller plonger dans les profondeurs et qui doivent s'occuper des bons outils. Exactement. Donc, merci pour cette réponse et merci pour cet échange. Merci à toi, merci Marie-Adèle. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Myriadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.